Fondation pour la mémoire de l'esclavage est une fondation d'utilité publique qui a été voulue par un président de la République, François Hollande, et qui a été confirmée par un nouveau président qui était Emmanuel Macron, et qui s'inscrit dans une volonté très forte, qui s'est développée d'année en année, de faire en sorte que l'histoire de la traite, de l'esclavage, de la première colonisation soit davantage connue par tous les Français. Elle poursuit ce qui a été accompli en 2001, une étape historique. C'est l'adoption par le Parlement à l'unanimité de la loi Taubira. À l'époque, je présidais le groupe parlementaire socialiste et apparenté, dont faisait partie Christiane Taubira. Elle souhaitait que le Parlement soit saisi d'une proposition de loi. Je l'ai soutenue, encouragée, et nous avons réussi à accomplir ce travail et ce parcours législatif qui n'était pas évident. À l'unanimité, je ne sais pas si dans le contexte d'aujourd'hui, on voterait à l'unanimité une loi qui dit que la France reconnaît que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Dans cette loi, il y avait un autre engagement qui était très très important. C'était l'article 2, c'est l'obligation que cette histoire soit enseignée dans les écoles, les collèges et les lycées, qu'elle soit introduite dans les programmes scolaires dans leur plénitude. Et ce qui a été pour une grande part effectué. Que la recherche soit encouragée, qu'un comité pour la mémoire de l'esclavage soit également créé. Et en fait, la Fondation poursuit, à travers une institution plus forte que ce comité, ce qui avait été décidé par la loi Taubira. Donc nous avons une histoire, nous inscrivons dans une volonté très, très forte, très politique. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette connaissance de l'histoire. Dès sa création, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a fait un bilan, 20 ans après la loi Taubira. Qu'en est-il de cette histoire dans les programmes scolaires? Il y a eu beaucoup de progrès de fait. Mais il y a encore des lacunes. Par exemple, il y a un fait historique extrêmement important. C'est le fait qu'à Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue, qui était une des grandes colonies de la France, il y a eu une révolte d'esclaves après la Révolution française. Car les esclaves ont bien vu que la Déclaration des droits de l'homme les avait oubliés. Mais en même temps, ils avaient compris les idéaux de liberté. Ils se sont révoltés, ça a été de durs combats, et ils ont fini par gagner. Ils ont gagné même contre des troupes nombreuses et puissantes envoyées par Napoléon, et ils ont gagné leur indépendance. La première république noire indépendante, c'est Haïti. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en 1825, Charles X est allé beaucoup plus loin encore que Napoléon, qui avait voulu reprendre la main sur cette île. Eh bien Charles X a fait payer à Haïti son indépendance par une dette extraordinairement élevée que ce pays a été obligé de payer et rembourser jusque dans les années 50. Toute cette histoire tragique, la figure de Toussaint Louverture, qui est au Panthéon aujourd'hui, n'est pas tellement connue, et en tout cas elle est très peu enseignée dans les programmes scolaires. Donc il y a eu des progrès, il y a des lacunes, il faut les réparer. C'est une question de justice, c'est une question d'équité. Dans les programmes scolaires, il y a beaucoup de choses qui sont déjà incluses. Là, je vous ai parlé de lacunes, mais soyons positifs, le progrès est considérable. Et dans les écoles, les collèges, les lycées, cette histoire est désormais enseignée. Mais parfois, on va plus loin que le cours d'histoire. Des initiatives pédagogiques sont prises, des projets pédagogiques sont développés. La participation au concours de la flamme de l'égalité, c'est un peu comme le concours de la résistance et de la déportation, qui a lieu tous les ans. Le nombre de classes qui participent, d'écoles, de lycées et de collèges et de lycées progresse. Mais nous avons constaté que les enseignants sont en demande de formation, d'éléments, et pas seulement un kit pédagogique qu'on leur fournit, mais de stages. Nous avons maintenant une convention avec le ministère de l'Éducation nationale qui fait que nous sommes missionnés pour organiser ces stages dans les académies. Ça rentre dans les programmes académiques de formation, et à chaque fois, je peux vous dire que les places sont totalement remplies. Donc il y a une très très forte demande. Je connaissais très peu cette histoire, comme beaucoup de Français. Bien sûr, j'ai entendu parler de l'esclavage, de la traite, mais j'ai été, pour vous donner une anecdote personnelle, élève d'un lycée à Cholet, lycée Jean-Baptiste Colbert. Bon, on a tous appris que Colbert était un grand ministre de Louis XIV, mais personne ne nous avait dit qu'il était à l'origine du Code noir. Ce texte juridique qui définit les droits des propriétaires d'esclaves et qui montre que les esclaves ne sont même pas des êtres humains à part entière, puisqu'ils sont considérés comme des biens meubles qui font partie de la propriété, qui peuvent être achetés, qui peuvent être vendus, qui peuvent même faire partie de l'héritage. Donc, et quant aux droits des maîtres sur les esclaves, ils ont droit de vie et de mort sur eux. Donc tout ça est écrit dans un texte qui a
code juridique, il s'appelle le Code noir. On m'en avait jamais parlé. Le siège de la Fondation est installé à l'hôtel de la Marine. Ça a été pendant plusieurs siècles le siège du ministère de la Marine et des Colonies. Mais c'est aussi les contradictions de l'histoire française. C'est là qu'a été préparé par Victor Schoelcher le décret d'abolition en 1848. Et puis nous ne sommes pas très loin non plus du jardin des Tuileries, là où siégeait la Convention au moment de la Révolution française. Je vous ai dit qu'en 1789, on avait oublié les esclaves, on ne leur avait pas donné tous les droits, bien qu'ils pouvaient être considérés comme des hommes eux aussi à part entière. Mais quand même, la Révolution française, en 1794, a adopté l'abolition de l'esclavage. Et Napoléon l'a rétabli en 1802. Et en 1848, on va réparer à nouveau, c'est la Deuxième République, cette injustice fondamentale. Et Victor Schoelcher a été un des grands artisans. Et c'est ici, dans l'hôtel de la Marine, où nous siégeons maintenant, que ce décret d'abolition a été adopté.